Ifriqiya Sport. La planète e-sport avec Ifriqiya Sport. Votre magazine continental qui traite le sport sur tous les terrains et dans toutes ses dimensions. L'Afrique et le sport ne font qu'un. Bonjour, Salama Nagadef. Ifriqiya Sport, votre rendez-vous hebdomadaire sur votre radio préférée, Ifriqiya FM. Parler, débattre, discuter de sujets qui sont en relation avec le sport international et le sport africain. Dans le football, on connaît tous les acteurs, les joueurs, les entraîneurs, les arbitres, les médecins. Mais il y a des métiers cachés. Personne ne parle de ces gens de l'ombre qui travaillent jour et nuit. C'est les scouts. Les scouts, des piliers indispensables pour le développement du foot. Pour discuter, pour débriefer, pour parler de ce sujet-là très intéressant, à mes côtés, Monsieur Farid Badj. Ce spécialiste, ce professionnel du scouting avec une société internationale qui travaille dans le domaine du scouting, du football. Bonjour Monsieur Farid. Bonjour Walid, merci de nous recevoir, merci pour l'éloge, quel accueil. C'est très sympa de me recevoir dans vos locaux et j'espère qu'on aura une émission très riche. C'est sûr, avec toi, ça sera toujours riche, connais ta compétence. Tous Merci les beaucoup. internautes, nos auditeurs africains, je voulais aussi les remercier au début pour les messages qu'on reçoit sur les réseaux sociaux. Merci à tout le monde qui nous écrivent de Niamey, de Abidjan, de Dakar, de Sali. On vous remercie pour votre fidélité. Farid, premièrement, il faut que nos auditeurs, ils te connaissent. Ils vont pas faire ces recherches-là sur Internet. Il faut que tu te présentes. Bonjour à tous, bonjour à tous les auditeurs de différents pays en Afrique. Donc je suis Farid Badj, 40 ans. Ancien joueur de foot. J'ai pas eu la chance d'évoluer en Ligue 1, mais quand même d'évoluer à des étages différents sous la Ligue 1. Donc formé en France dans un centre de formation, formé dans différents clubs. Aujourd'hui, je suis CEO de World Football Consulting, donc une entité de gestion de carrière du métier d'agent, on va dire, mais j'aime pas utiliser le terme agent, mais plutôt gestionnaire technique de carrière. Et de l'autre côté, une autre entité qui s'appelle World Football Scouting, qui représente 17 scouts à travers toute la France et composé sur différentes régions françaises. T'es plus structuré que n'importe quel club européen, on va dire. C'est ce que beaucoup de clubs me disent, mais comment tu fais, comment que ça se passe, tu fais comment pour les rémunérer, comment tu les recrutes. Donc voilà, j'ai un responsable scouting, un head of scout, qui est français d'origine du Nigeria et qui parle 3 langues couramment, français, anglais, espagnol, qui s'appelle Ibrahim Baldé. On le salue aussi. Voilà, qui travaille avec moi, qui a travaillé pour Southampton par le passé et pour Leganés en Espagne, qui a aussi une qualité, puisqu'au-delà de scout, il avait aussi des diplômes de préparateur physique. Et puis il s'est orienté vers le scouting. Et depuis maintenant 2019, et notre premier contrat de scouting avec Schalke 04 en Allemagne, club de Bundesliga. On a travaillé avec eux et on a décidé à la fin de ce contrat maintenant de proposer différentes prestations à différents clubs. Farid, toi ton passage, ça a été footballeur semi-pro. Semi-pro. Ouais, semi-pro. L'idée de rentrer dans ce métier-là de scouting, d'aller chercher ses talents, est-ce que c'était un besoin? Est-ce que toi, tu pensais avoir ce talent-là, mais t'as pas été détecté? Est-ce que tu as vu des joueurs qui avaient du talent, mais qui sont passés par les mailles du filet des clubs? Comment l'idée, elle est venue? Alors, pour être très transparent, je vais te raconter rapidement mon parcours. Donc, moi, j'ai commencé à un club qui s'appelle Villemomble Sport. Club qui a évolué jusqu'en national, donc le 3e division, donc qui est monté chaque année. J'ai été formé là-bas, je suis passé à un moment donné au Red Star en 17 ans nationaux, donc le plus haut niveau des moins de 17 à l'époque. À Paris, le Red Star, club parisien qui, on va dire, qui a formé beaucoup de joueurs africains, dont Patrick Mboma. Exactement, qui a formé aussi Steve Marley, qui a formé Hakim Sassi d'origine algérienne, ouais, Hakim, Karim Fellahi. Karim, ancien joueur de Guingamp, c'est un international algérien. Exactement. Ouais. On parle bien de ce joueur-là. Donc après un an, je suis revenu à Villemomble et de là, j'ai eu l'opportunité grâce à mon ancien entraîneur Ousmane So,
qui est d'origine du Sénégal, mais qui est franco-sénégalais, d'avoir des portes ouvertes dans différents clubs pro. J'ai choisi l'Olympique de Marseille et pour moi, ça s'est mal passé puisque j'étais pas sérieux. Donc quand je vais dire pas sérieux, ça va être aussi... Dans quel sens? Le talent ne suffit pas. Aujourd'hui, le talent n'est qu'un outil, mais si tu n'as pas l'état d'esprit, l'hygiène de vie, le mental surtout, tu n'iras nulle part. Donc aujourd'hui, j'ai pris conscience de cela, mais bien trop tard. Donc c'est-à-dire que je suis arrivé là-bas et au bout de 3 mois, je me suis fait virer. Et après, je suis revenu jouer en région parisienne, en CFA, et à 23 ans, double fracture tibia péroné, rupture des ligaments et luxation entorse de la cheville. J'ai eu 11 vis, une que je garde à vie. Fin de carrière, et je vais pas te cacher que... C'est une vis cachée alors. Exactement, une vis cachée. J'ai pas pleuré pour ma blessure, mais j'ai pleuré quand le chirurgien m'a dit le football c'est terminé, parce que le football c'était en moi, c'était une passion, c'était quelque chose pour lequel je vibrais. On sortait dans la rue, dans les quartiers, nous on vient des quartiers pauvres, le 93, la Seine-Saint-Denis. 93, c'est une identité africaine en France. Exactement, c'est le dernier continent africain qui existe sur l'Europe. Et on a la chance justement de, grâce à cette pauvreté, d'avoir eu la chance de découvrir le football. C'est ce qui nous a réunis. On n'avait rien d'autre que ça, on jouait du matin au soir. Donc pour revenir à mon parcours, j'ai arrêté le football, je voulais plus entendre parler de football. J'ai repris mes études. À 25, 26, 27 ans, j'ai passé BEP, bac plus 2. Je suis devenu ingénieur d'affaires. Très bien. Et à 29 ans, j'ai un ami à moi, 29 ans, formé avec moi, Mamadou Diakité, international malien, qui a fait la Coupe du Monde U20, qui a joué contre Lionel Messi, qui joue en Ligue 1 au FC Metz, qui est parti à Setúbal, qui a ensuite joué en Italie, au Qatar, qui du jour au lendemain se retrouve sans rien. Donc un jour, il voit... C'est pas un défenseur central, non? Non, milieu défensif, milieu relayeur. D'accord, il a été même international malien. Exactement. Ouais. Exactement, formé avec Siga Maradira, qui est un ami à moi, et qui a fait... Siga de Valenciennes, qu'on salue au passage aussi. Lorient, qui est aujourd'hui directeur sportif de Valenciennes. Et justement, un jour, il se tourne vers moi et il me dit, je suis en galère, j'ai pas de club. Et je lui dis, mais comment tu fais pour en arriver là? Qu'est-ce qui s'est passé? En discutant avec lui, je me rends compte que justement, il travaille avec des agents, mais que ces agents ne travaillent pas dans l'intérêt du joueur. Ils travaillent uniquement dans l'intérêt économique, prioritairement, de leur poche, et ensuite travaillent dans l'intérêt du joueur. Ça, c'est une problématique, on va dans ce milieu-là. Exactement, une grande problématique. Puisqu'aujourd'hui, on a des joueurs qui, des fois, se retrouvent en galère, on va les proposer à des clubs, mais dans les clubs, peut-être que l'entraîneur ne le veut pas, mais nous, on a traité avec le directeur sportif. Quand il arrive là-bas, il va dire, écoute, t'es là, moi, je te veux pas. T'es là, mais bon, c'est pas moi qui t'ai choisi. T'es pas mon choix numéro 1. Donc déjà, les dés sont pipés. Est-ce que le joueur africain, il a plus de malheur de tomber sur des gens, sur des agents véreux que l'Européen en lui-même ou le Sud-Américain? Exactement. Et je vais juste pour clôturer juste ce qu'on disait auparavant, je répondrai à ta question par la suite. Mamadou Diakité, donc je l'aide gratuitement. Aider. Ouais, je l'ai aidé. D'accord. Je l'aide gratuitement. Et j'arrive à le faire rebondir. Et derrière, après, il parle de moi à quelqu'un d'autre et à quelqu'un d'autre. Et puis au fur et à mesure, on m'a collé l'étiquette de l'agent qui relance des carrières. Et au bout de 4-5, je me suis rendu compte que c'était fatigant. Et puis après, Mamadou m'a dit, mais Farid, t'as joué au foot, t'as le réseau, tu connais les gens, t'as l'esprit commercial, t'as tout ce qu'il faut pour être un bon agent. Et en plus, tu travailles dans l'intérêt du joueur et tu sais analyser un joueur. Fais-en ton métier. Et c'est comme ça que j'ai démarré. Pour revenir à ce que tu disais, à ta question précédente, par la suite, pardon, le joueur africain a beaucoup plus de chances de tomber sur des agents véreux que le joueur qui est né en Europe. Ou en Amérique du Sud, pourquoi? Ou en Amérique. Pourquoi? Puisque moi déjà, je le vois sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de jeunes d'Afrique qui m'envoient des messages, s'il te plaît, aide-moi, j'ai du talent, je suis dans telle académie. Au Mali, Sénégal, en Algérie, Maroc, Tunisie, Ghana, et je veux juste venir. Aide-moi. Je suis prêt à te payer. Et il y a beaucoup de gens qui envoient de l'argent comme ça via Western Union à des gens qui sont des imposteurs. Donc ils envoient de l'argent à des marchands de rêve, des marchands de sable, des gens qui leur promettent monts et merveilles et qui des fois, une fois réception de l'argent, disparaissent. Donc, message à tous les jeunes d'Afrique. N'envoyez jamais d'argent à quelqu'un avec qui vous parlez sur les réseaux sociaux, qui vous promet de vous faire signe dans un club, mais moyennant d'abord de l'argent. Non, je ne faites jamais ça. Croyez en vos rêves, ne laissez jamais quelqu'un vous dire que vous n'y arriverez pas, mais avec du travail, du temps, de la patience, vous y arrivez, mais en faisant les bons choix, et il faut bien s'entourer. C'est très important. Ça, c'est important, Farid. Très important. Ça, c'est l'agent, le scout ou l'ancien footballeur qui parle? Les trois, et aussi le grand frère africain qui parle. Nous, on vient des quartiers très pauvres, en région parisienne.
On a grandi dans des conditions qui sont pas forcément celles d'Afrique, qui sont peut-être moindres, mais par contre, on n'a pas envie de voir nos jeunes petits frères africains arriver dans ce sens-là. J'ai vu aussi un jeune Algérien arrivé du Paradou, qui est arrivé à la base pour du football à Paris, et qui aujourd'hui se retrouve à la rue presque, et a arrêté le football. Il a arrêté le football, alors qu'il avait un talent pour exploser en Algérie, par exemple. Mal conseillé? Mal conseillé, mal orienté. Au début, il va t'écouter, puis après, hop, une fois qu'il est ici, des gens remarquent son talent, ou autres lui promettent monts et merveilles, des gens d'Algérie directement, des gens d'Afrique, qui vous disent, oui, moi je suis là-bas, je suis un gourou, je travaille avec des gens en Europe, t'inquiète pas, fais-moi confiance. Donc c'est pour ça, faut faire très attention. Ça peut être le rêve qui a atteint son but, mais comme ça peut être vite l'enfer. D'accord. Revenons à notre métier de scout. Quels sont les b.a.-ba pour travailler en scout? Est-ce qu'il y a un scout freelance? Est-ce qu'on peut travailler scout, Bien vendre sûr. ses services autant que personne aux sociétés? Est-ce qu'on doit travailler pour un club? Est-ce qu'on travaille avec un agent? Très important et pertinent. Explique aux éditeurs africains, c'est quoi la définition d'un scout et comment on travaille dans les clubs, comment on travaille pour les agents, comment on travaille en freelance. Ça, c'est des éléments qui me questionnent depuis quelque temps. Alors, je vais te parler déjà de la première question, ta définition du scout, et je vais expliquer un petit peu comment chez World Football Scouting, donc la deuxième entité, on est organisé. Le scout, c'est quelqu'un qui fait une analyse technique et humaine d'un joueur. Donc, c'est-à-dire qu'on va pas analyser seulement le potentiel du joueur, mais on va analyser également l'humain, l'environnement du joueur et de l'être humain. Parce que tu peux avoir un joueur très talentueux, mais qui ne va pas s'adapter à un environnement, ne va pas s'adapter à un club, peut-être que son jeu, ses qualités ne rentrent pas dans le système de jeu d'un club, ou peut-être qu'il ne va pas, lui, juste humainement, pouvoir s'adapter à des clubs qui sont un peu trop médiatisés, mais qui a peut-être besoin d'un club un peu familial, et d'être accompagné. Donc, c'est de l'analyse globale assez large sur le plan du football, pour ne pas se tromper et apporter le bon résultat à la demande d'un club. Ça, c'est la définition du scout. Donc, ça va passer par du scouting terrain, ça peut passer par du scouting écrit et du scouting vidéo. Et ça peut aussi passer par du scouting urbain. Quand je parle de scouting urbain, c'est traîner en dehors des clubs dans la rue, voir les jeunes qui traînent. T'as vu un jeune dans un club, va voir où il vit, va voir ce qu'il fait, à quelle heure il dort, comment il est entouré, est-ce qu'il traîne avec des voyous ou pas. Tout cela, c'est ce qu'on appelle le scouting urbain. D'accord. Moi, je croyais que la définition du scouting urbain, c'est d'aller voir les tournois interquartiers ou les tournois de sable comme tu me parlais en off au Sénégal et au Mali, au Guinée. Exactement. Ça en fait partie. Tu me fais, on va dire, toi, t'as visité, t'as scouté en Afrique. Donne-moi, si tu peux, la topo du joueur africain. Dis-moi ce que tu as vu en Afrique, pays par pays, par exemple. J'ai eu la chance de voir la Tunisie, le Maroc, l'Algérie, le Sénégal et le Mali. 5 pays. D'accord. Le joueur maghrébin, en général, c'est un joueur très technique, qui a ça en lui, mais qui n'est pas structuré sur le plan tactique et physique. En comparaison avec le joueur noir africain, donc Mali, Sénégal, ce que j'ai vu, sont des joueurs qui sont puissants, qui sont souvent plus complets que le joueur maghrébin, mais qui vont souvent manquer de bagages techniques. On va avoir des joueurs techniques, mais moins que sur le nord de l'Afrique, en comparaison avec l'Algérie, le Maroc ou la Tunisie. Le joueur africain, on va prendre par exemple le Sénégal, qui est un des pays qui forme le plus avec les différentes académies. Ouais, le pays le plus fournisseur de joueurs. Exactement en Afrique. En Afrique. Qui lui, justement, est une équation un peu bizarre, puisqu'il est à la fois fournisseur de joueurs assez techniques et physiques sur le plan athlétique, et qui pour moi aujourd'hui est le pays qui fournit vraiment le plus de moyens et les meilleurs produits du football africain. Qualité-prix, c'est ça. Exactement. Exactement. Et aujourd'hui, on a énormément de clubs en Europe et surtout français qui tentent d'ouvrir leur académie au Sénégal et de lier des partenariats avec les différentes académies qui existent sur le territoire. On a parlé tout à l'heure de comment on fait du scouting. Donc, moi avec World Football Scouting, on a organisé, donc il y a, comme tu l'as dit tout à l'heure, des scouts freelance, donc qui vont faire des missions à la tâche. Voilà, tel club va me solliciter pour aller voir tel joueur. Un agent m'a parlé d'un joueur, Farid. Est-ce que tu es capable d'aller me faire un rapport sur le territoire français ou même africain de tel joueur, me faire un rapport match, entraînement sur 2 matchs, 3 matchs, un rapport complet pour que nous on puisse revenir vers l'agent et dire ça nous intéresse ou pas. Ou alors, on va avoir des clubs qui vont nous solliciter pour ne pas avoir de personnes dans leur cellule scout qui vont aller perdre du temps sur ce joueur. C'est-à-dire qu'on va aller faire le premier travail de déblayage pour dire effectivement il y a un sujet, allez-y. Ensuite, on va avoir le scout qui a une exclusivité avec un club, qui est toujours en freelance, mais qui a une exclusivité avec un club. D'accord.
Et ensuite, on va avoir les scouts qui appartiennent à des clubs, qui sont salariés du club et qui ne travaillent uniquement que pour le club, de la préformation, donc c'est-à-dire U13, jusqu'au monde pro, en passant par la formation et la post-formation. Avec la data maintenant, est-ce que c'est le coup d'œil le plus important, c'est la data la plus importante? Je suis contre ça, je ne suis pas d'accord. La data doit être et rester qu'un outil, parce que la data doit être une orientation, un indicateur, un outil, mais ne remplacera jamais la présence humaine d'un scout sur le terrain, puisque la data va s'appuyer sur des matchs filmés et va suivre la caméra, le jeu. Donc tu ne verras pas un joueur qui est en dehors du champ du jeu. Tu verras pas un joueur sur son placement dans le jeu sans ballon, l'intelligence de jeu sans ballon. Tu verras pas celui-ci comment il communique. Est-ce qu'il regarde dans le terrain? Est-ce qu'il regarde les supporters? Est-ce qu'il est en train de parler ou s'engueuler avec quelqu'un? Ou s'il est perturbé par quelque chose? Tout cela sont des composantes du football. Le football n'est pas que le joueur avec une intelligence de jeu avec ballon. C'est aussi l'intelligence de jeu sans ballon qui va être une composante du jeu. Et pour cela, la data doit être juste un outil, mais rien ne doit remplacer la présence sur un terrain avec un rapport écrit. Et qui va aller compléter la data. On voit des clubs comme Toulouse aujourd'hui qui ont fait principalement leur recrutement à 90% sur de la data. Ils l'ont bien réussi aussi. Et ils l'ont bien réussi. Et j'allais dire. Ils ont gagné la Coupe de France, ils arrivent à fournir ou à vendre des joueurs, faire du trading, ça c'est un élément important. On est d'accord. Mais par contre, au détriment de quoi? Au détriment de sa propre formation. Puisqu'aujourd'hui, il a un centre de formation sur lequel doit s'appuyer. Le scouting doit être uniquement un complément de ce que tu n'as pas au centre de formation. N'oublions pas que quand on a un centre de formation, il est fait pour fournir des joueurs et fournir l'équipe première. Et aujourd'hui, Toulouse a sorti un joueur ou deux joueurs de son centre de formation et la plupart sont des joueurs qui ont été scoutés avec de la data. Ils sont aussi appuyés sur du rapport humain, avec de la présence ou autre. Mais sur la durée, je suis curieux de voir combien de temps ça va durer. Je peux prendre en contrepartie un autre club qui, lui, a fait, on peut dire Monaco, par exemple, qui faisait beaucoup de formations et qui a fait maintenant de la scouting et de la data. C'est un échec total. Donc, on peut avoir de la réussite comme de l'échec, mais on doit avoir une bonne harmonie de l'ensemble des outils du scouting. Et le meilleur outil pour moi reste l'être humain avec sa présence, son analyse. Et la data, est-ce qu'elle est pénalisante pour le joueur africain? On sait qu'en Afrique, elle manque de data, manque de vidéos. Parce que je pense que s'il y avait la data, on n'aurait jamais vu des Georges Weah en Europe, des Adebayor. Tu te rappelles l'époque des cassettes vidéo? Ouais, je me rappelle, bien sûr. C'était des gens qui venaient filmer avec une caméra. Aujourd'hui, on a des gens qui filment avec leur téléphone, puisqu'il n'y a pas de match forcément filmé tout le temps. Donc des gens, des petits courts passages sur les réseaux sociaux, on peut tomber, qui nous poussent, ou nous rendent curieux à voir c'est qui ce joueur. On revient à la transition de ce que je te disais tout à l'heure. Et forcément, l'être humain, il est obligé maintenant d'être sur place. En Afrique, la data est pénalisante, puisqu'aujourd'hui, on va pas voir tous les matchs. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as des matchs de 3e division au Sénégal, en Algérie, au Mali, en Tunisie? Impossible. Côte d'Ivoire? Non. Et des pourtant, fois, la FIFA, elle fait passer quelques matchs de D2, de D3, mais c'est juste des projets comme ça. On va parler d'un joueur algérien, Islam Slimani, ouais, qui vient des plus petites divisions. Bounedjah aussi. Bounedjah, ouais, voilà. Qui ont joué à des divisions inférieures, pas de la D2, de la D3, ils viennent, je crois, des clubs. De la D4 et de la D5, même. On est d'accord. Hum. S'il n'y avait pas un être humain qui était là pour voir ce joueur, comment on aurait fait pour détecter ce joueur-là, puisque la data n'est pas présente? Impossible. On est d'accord. Donc, la data est une technologie, un outil qui doit permettre, et on doit continuer à s'appuyer sur de la data, mais qui ne doit pas remplacer l'être humain. Il ne faut pas qu'on revienne sur des usines automatisées, dans des usines de construction de chaînes de voitures ou autres, où le robot remplace l'humain. Non, on a une analyse, et puis on va voir les sensibilités différentes. Peut-être que toi, tu vas l'avoir. On parle de Walid Bouchnafa, quelqu'un qui a aussi une expertise dans le scouting. Ouais, on va dire j'ai un peu travaillé dans ça. Oui, mes chers auditeurs, on a quelqu'un qui est aujourd'hui a une grosse analyse du football et du scouting. Et qui, pour moi, est un exemple. Je te remercie. Aujourd'hui, tu vas avoir une sensibilité sur un joueur que moi, peut-être, je ne vais pas avoir, peut-être qu'un autre club, un directeur sportif. Et ça, c'est tout le charme du football. Combien de joueurs sont passés à côté sans parler de la data, ont été vus par des gens mais qui n'avaient pas de sensibilité. Alors imagine-toi la data. La data, on va s'appuyer sur le nombre de ballons récupérés. On va taper sur White Scout. Tiens, je veux voir les ouvertures, prise de balle, récupération. Ça suffit pas. Ça doit être juste un indicateur qui doit nous orienter et compléter notre analyse que nous-mêmes nous faisons. C'est un sujet très important que tu abordes avec nous, Farid. Là, tu m'as parlé de tes voyages scouting au Mali. Dernièrement, le Mali peine à passer des caps au niveau du football des jeunes. On voit plus ce joueur malien émerger dans les grands clubs africains et européens.
Est-ce que tu peux nous parler de ton voyage au Mali? Est-ce que tu as vu cette expertise? Est-ce que tu as la même vision que nous? Pourquoi le joueur malien n'arrive pas à s'exporter comme le Sénégalais ou comme il faisait par le passé? Alors, au passage, je vais déjà saluer mon ami intime d'enfance, Sili Diakité, qui est d'origine malienne, franco-malien, qui a monté une association qui s'appelle Tous Soudés. Et on le salue et on aimerait bien l'avoir avec nous dans nos prochaines émissions. C'est avec grand plaisir. Il nous écoute. C'est une personne qui a été footballeur, qui a été formé avec Mathieu Bodmer, avec plein de joueurs, Siga Maridjara notamment, et qui fait des allers-retours entre la France et le Mali. Et avec son association aujourd'hui, n'hésite pas à me signaler des joueurs. J'ai un joueur donc qui a été scouté par No Scout, d'origine malienne, qu'on a découvert en Espagne à Malaga, qui s'appelle Issa Famba, qui est international U23 avec le Mali. Mon ami Eric Schell, qui est sélectionneur de l'équipe A du Mali. Et aujourd'hui, le Mali peine tout simplement parce que on en arrive toujours à Paris, le talent ne suffit pas. L'organisation, la structure, la fédération, l'État, tout ça sont des choses très importantes pour travailler dans la sérénité. Pour développer. Et aujourd'hui, le Mali est, je dirais, enquiquiné par ces éléments-là qui peinent justement à fournir du joueur du sol malien, mais qui en plus de ça maintenant se font même piquer par l'Europe des joueurs qui sont nés sur le sol malien et qui se sont naturalisés dans les pays européens pour jouer. Et pourquoi? Parce qu'ils disent, là-bas, au moins j'ai pas de problème, je suis stable, j'ai qu'une sélection stable et en plus de premier plan qui me rend visible. On pourrait très bien être visible avec le Mali, mais il faut travailler dans la sérénité, y mettre des moyens. Mais on parle du Mali comme on peut parler de différentes sélections africaines. Et vous avez vu, dès qu'on laisse les sélections travailler comme il se doit, Algérie, Maroc, Sénégal, Tunisie dernièrement, il y a eu la Côte d'Ivoire par le passé, le Sénégal en 2002. Ouais, la Côte d'Ivoire, c'est un pays convoyeur de talent aussi. Exactement. Et l'Algérie est pour moi, avec le Sénégal, les meilleures nations africaines actuellement. Jean-Marc Guillou, il avait prédit que le joueur algérien, c'est le joueur le plus talentueux sur le sol africain avec le Sénégalais. On y est. Les deux dernières nations qui ont gagné la Coupe d'Afrique, Algérie, Sénégal. Deux pays qui me tiennent à cœur et dont je suis content de voir leur émergence exploser au plus haut niveau, mais toujours parce qu'on leur a donné les moyens, on les a laissés travailler tranquillement. Mais n'oublions pas la formation, la préparation des sélections jeunes, puisqu'aujourd'hui, on a l'équipe A, mais il faut pas oublier qu'il y a tout un travail à faire sur les sélections nationales de jeunes pour fournir les équipes A dans l'avenir. On ne peut pas continuer à tout le temps s'appuyer sur des joueurs qui viennent de l'Europe, même si nous sommes africains. Je suis né en Europe, je reste africain, mon pays c'est l'Algérie, mais pour cela, il faut se structurer, travailler sur le scouting, travailler sur la formation. Il y a plein de métiers qu'on ne connaît pas et sur lesquels il faut mettre un investissement. Un scout. Maintenant, est-ce que n'importe quel Africain peut devenir scout s'il est passionné de foot ou s'il est formé dans le foot? Alors, pas du tout. On a des gens qui sont dans le foot, mais qui n'ont aucun attrait pour le scouting, n'ont pas les compétences. On a un footballeur? Bien sûr. Et on a des gens qui n'ont jamais joué au foot de leur vie, mais qui sont des top scouts. Moi, je pense à un Walid Bouchnafa qui a jamais été au plus haut niveau. Moi, à Farid Badj qui a jamais été au plus haut niveau. On arrive à faire du scouting tous les deux. Et on a d'autres personnes aussi qui émergent et qui parcourent le continent africain qui n'ont jamais joué au foot. On a un José Mourinho qui a jamais été un joueur du plus haut niveau et qui pourtant est un grand entraîneur et qui arrive en tant qu'entraîneur à faire un peu de scouting. Il a quand même décelé Didier Drogba pour le plus haut niveau, par exemple. Donc, il y a des formations. Moi, j'ai eu une idée de formation sur le continent africain pendant un moment donné. On doit se former sur quoi et comment? Former sur le scouting. Des formations sur l'analyse, sur le football, sur l'identification du potentiel du joueur. Il faut créer des formations. Cher auditeur, il n'y a pas que le joueur de football dans la vie du football. On peut pas rêver tous d'être footballeurs. Qu'est-ce que tu conseilles à nos auditeurs? Cher auditeur, créez-vous, réinventez-vous des objectifs. Je veux devenir entraîneur, je veux devenir éducateur, scout, je veux monter une formation de scouting. Croyez en vos rêves, mais pas que sur le métier de joueur. Nous avons d'autres talents, l'Africain il a d'autres talents, et aujourd'hui, il faut monter des formations scouting. Aujourd'hui, je suis pas certain qu'il y ait des formations de scouting qui existent sur le pays africain, des vraies formations. Je pense que certains Africains se forment via ce qu'il y a en ligne et... Exactement. Aujourd'hui, malheureusement, on voit que des académies fleurir. Mais pour avoir des académies, il faut aussi des scouts. Et pour avoir des scouts, il faut les former. Les scouts vont identifier le potentiel pour entrer en académie. Et ensuite, on pourra développer le joueur dans toute sa splendeur. Farid, les clubs africains, il n'y a pas de cellule de recrutement de scouting. Un conseil pour les présidents qui nous écoutent.
Cher président, moi je suis ouvert et prêt à être reçu et discuter avec vous, que ce soit en Algérie, dans les différents pays. Mettez les moyens sur le scouting. Vous devriez mettre plus de moyens sur le scouting que sur tout autre poste. Parce que le scouting, il va vous permettre d'aller à la source, détecter, aller chercher un joueur qui ne vous coûtera pas cher. Et qui va vous permettre ensuite de le former ou de terminer sa formation. Qui va permettre encore d'exploser au plus haut niveau pour vendre plus cher. Et cet argent va vous permettre de développer d'autres attraits comme la formation, le scouting. Créer des cellules de recrutement, de scouting, analyse vidéo, analyse terrain, pour pouvoir développer vos clubs et gagner des titres. Le football est un vecteur social. Il rassemble le peuple. Et pour rassembler le peuple, il faut gagner des titres, de la réussite. Et pour cela, il faut scouter. Et pour avoir des scouts, il faut les former ou créer des cellules. On a développé chez World Football Scouting des formations, des packages de scouting. Et on peut les mettre à disposition du football africain avec grand plaisir. Nos amis auditeurs, présidents, fans de foot, Farid il vous lance un appel. Il est sur les réseaux sociaux, vous pouvez le contacter ou vous pouvez contacter l'émission sur la page Facebook. Vous êtes les bienvenus. Il va vous faire des prix pour l'Afrique, même prêt à partager son expertise avec tous les clubs et tous les fans du football africain. On va aller même plus loin. Je suis prêt à vous faire la première opération gratuite pour vous montrer qu'on peut faire des choses. Grosse générosité de notre ami Farid Badj. On te remercie d'être avec nous, présent dans notre émission, fidèle. Merci. On t'accueillera quand tu veux. T'es le bienvenu. T'es chez toi à Ifriqiya FM. Merci beaucoup. Je voulais remercier la région studio. Je voulais remercier Walid Bouchnafa pour l'accueil. Fouad Ould Abdallah. Merci à la régie. Ifriqiya, continuez à émettre, continuez à nous parler du talent africain et continuez à écouter, chers auditeurs, cette belle radio. Merci et à la semaine prochaine sur Ifriqiya Sport.